une société ou un secteur entier passe sous le contrôle des financiers, il est mort. Parce qu'ils vont faire de la finance. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont fermer une usine même si elle est rentable. Ils vont fermer une usine parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des titres que d'acheter des machines. Leur vraie peur n'est pas que le système s'arrête, ils sont convaincus que le système va monter au ciel. Que l'écrasement des uns par les autres va continuer de façon illimitée et exponentielle. Bon, folie ou pas humaine ou pas folie humaine, mais leur problème, c'est de le faire secrètement. Dès lors que c'est public, ils peuvent plus. Le jour où les gens font la relation directe entre leur situation précaire et la finance internationale, ce jour-là, la finance internationale ne fait plus le poids, n'est plus crédible. Pourquoi on crée des usines? On crée des usines pour aller voir un banquier avec une activité apparemment visible, avec, dans l'idée... que ça va pas être ça l'essentiel. Avec dans l'idée de faire du produit financier. Une fois que le produit financier marche bien, on sacrifie l'ouvrier. L'ouvrier est utilisé. Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas si j'y suis, avec Frédéric Lordon. Flight number 2, arriving from New York. Salut les petits clous. Belle chance, mes différences, je te donne. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Mike and Jing and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? Nous demandons pour nos entreprises la liberté des prix et des salaires, la liberté d'innover, d'exporter, d'importer, d'emprunter, de choisir, de risquer. 1986, Yvon Gattaz, président du CNPF, le MEDEF de l'époque. D'embaucher et pour mieux embaucher, de licencier. La liberté de s'adapter à un monde qui change. En un mot, la liberté de vivre. Sans liberté, nos entreprises manqueront les rendez-vous de l'histoire. Alors, Frédéric Lordon, bonjour. Bonjour. Pour vous, Frédéric Lordon, il y a une date quand même très importante dans l'histoire récente de notre beau pays, c'est 1986. C'est la loi de déréglementation financière. Et vous considérez que un certain journalisme décérébré, comme c'est vous qui le dites, ne met pas assez en avant cette date que vous considérez comme une charnière. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où, par cette loi de déréglementation financière, on a vu la finance actionnariale, je vous cite, prendre le pouvoir. Et ce pouvoir, vous le comparez à ce que peut être ou ce qu'a pu être le pouvoir dans certaines sociétés, sur certaines sociétés, tantôt de l'Église, tantôt du parti unique, tantôt de l'armée. Donc nous vivrions
selon vous, sous l'empire et l'emprise de cette finance actionnariale? Oui, c'est vrai qu'il y a un certain journalisme qui a une inclination pour la commémoration débile et insignifiante et qui fait toutes les choses anecdotiques et parfaitement secondaires et qui oublie toutes les choses importantes. Pourtant, elles sont pas en nombre si grand, hein. Mais il y en a certaines tout de même qu'on peut pas louper. J'aime beaucoup rappeler cette date de 1986 qui est la loi de déréglementation financière. Loi votée à l'époque des socialistes, c'est Pierre Bérégovoy qui en avait eu l'initiative, ça aussi je ne me lasse pas de le répéter, et dont je soutiens qu'elle est l'événement peut-être le plus important qu'ait connu la société française dans le demi-siècle écoulé. Lorsque cette loi est votée, on change de monde. Alors évidemment, comme disait un philosophe moustachu, je veux parler de Nietzsche, les idées révolutionnaires arrivent sur des pattes de colombe et à l'époque personne ne s'en est aperçu. Mais en fait, c'était la première étape d'une transformation de première grandeur qui a emporté toute la société française et également toutes les sociétés occidentales et qu'on a résumé sous le nom de déréglementation financière. Alors la loi de 1986, c'est le premier étage de la fusée. Qu'est-ce qu'elle fait cette loi? Outre qu'elle introduit de la concurrence dans le petit milieu des agents de change, etc., mais c'est pas le plus important. Elle abolit surtout les restrictions qui existaient jusqu'ici à la liberté de mouvement des capitaux. Donc les capitaux internationaux peuvent maintenant aller et venir sans la moindre entrave, et en particulier tous les capitaux de la finance américaine, parce que c'est un haut lieu de concentration du capital financier, vont pouvoir se déverser sur le marché français, en repartir comme bon leur semble, et tout le monde à l'époque pense que ça va être une bénédiction pour notre économie. En 86, est-ce que la France avait le choix de ne pas le faire, de ne pas promulguer cette loi, de ne pas l'adopter? À l'époque, évidemment, le choix était encore ouvert, mais le débat s'était goupillé dans des termes tels qu'évidemment, cette affaire nous était présentée comme une nécessité absolument inéluctable. Et en l'espèce, l'un des grands arguments qui était fourni par les géniteurs de la réforme en question avait déjà trait aux arguments de la concurrence, puisque on nous disait, écoutez, regardez, les Américains ont fait leur déréglementation financière, les Anglais sont sur le point de la faire à leur tour, et voilà, les places boursières vont entrer en concurrence internationale. Par conséquent, il est de la plus haute importance que la place de Paris s'aligne. Alors ça, c'était un argument parmi tant d'autres, hein. Il y en avait d'autres qui ont peut-être pesé plus encore, mais qui sont des arguments plus techniques. Je ne sais pas s'il est très utile de s'y attarder. Mais l'essentiel, c'est que, encore une fois, cette date de 1986, c'est la première étape qui va être suivie par deux autres qui sont, à mon avis, au moins aussi importantes. Et c'est l'ensemble de ces trois choses qui forment cette espèce d'ensemble qu'on appelle la déréglementation financière. La deuxième chose, c'est le processus de concentration de l'épargne des salariés sous une forme financiarisée dans le bilan de ces grands investisseurs institutionnels que sont les fonds de pension et les fonds mutuels. L'épargne du petit investisseur, l'épargne du petit retraité qui serait isolé tout seul, ça n'est rien, ça ne compte pour rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan des mouvements de capitaux. Par contre, l'épargne agrégée, concentrée par ces grands captateurs que sont les investisseurs institutionnels, par ces grands agrégateurs, alors ça, c'est la force de frappe financière par excellence dans le système. Et donc, c'est les mouvements de cette épargne agrégée qui va faire la dynamique des cours des actifs, leur hausse, leur écroulement parfois, etc., etc. Ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Alors non, les fonds d'investissement, c'est encore une autre sorte de bestiole. Les fonds d'investissement, ce sont des fonds qui investissent, mais hors la bourse, hors les marchés de capitaux. Alors d'une certaine manière, il y a beaucoup d'entreprises qui ont finalement expérimenté de manière très douloureuse la contrainte actionnariale, celle qu'elles vivent en étant cotées en bourse, et qui ont imaginé qu'elles pourraient retrouver des marges de liberté et vivre mieux en sortant de la bourse, précisément. C'est pour dire tout de même que la cotation boursière, c'est pas le meilleur des mondes économiques, contrairement à ce qu'on nous raconte d'habitude. Qui ont imaginé vivre mieux en sortant de la bourse, mais qui, ce faisant, se sont jetés dans les pattes d'un certain type d'investisseurs assez particulier qu'on appelle précisément les fonds d'investissement, en anglais private equity. Et ce faisant, évidemment, ces entreprises ont troqué la peste contre le choléra. Les fonds d'investissement, c'est la grande tendance actuelle de la finance. Et les entreprises souffrent mort et passion sous la tutelle des fonds d'investissement, dans des formes légèrement différentes, mais finalement pas tellement, que lorsqu'elles étaient sous la contrainte actionnariale proprement boursière. Alors ça entraînait quoi, cette financiarisation de l'économie ?
Là, ça a entraîné la libéralisation d'une des puissances du capital qui maintenant a le pouvoir de faire valoir ses exigences sans qu'on puisse lui opposer la moindre résistance. Et c'est la raison pour laquelle, vous le rappeliez à l'instant, j'évoquais des situations qui vont paraître extrêmement différentes mais qui sont dans leur fond semblables. Celles, par exemple, qui sont les situations de sociétés entièrement dominées par un certain type d'institution. Il y a des sociétés qui vivent sous la tyrannie d'une institution théocratique, par exemple, d'une église, où c'est l'église qui régente tout, qui a le dernier mot sur tout. Il y a d'autres sociétés où c'est un parti unique qui règne en totalité. Il y en a d'autres, enfin, où c'est l'armée, l'institution qu'on craint par excellence, celle qui, en dernière analyse, aura le dernier mot sur tout. Eh bien, toute démocratique qu'elle s'imagine, les sociétés capitalistes contemporaines vivent sous le joug d'une puissance de cette nature, qui est évidemment très différente dans sa forme, c'est la puissance financière actionnariale. C'est-à-dire, la puissance financière actionnariale est celle qui a désormais les moyens, et ces moyens sont inscrits dans des structures, dans un certain état des structures, celle de la libéralisation financière, précisément. La puissance actionnariale est celle qui a les moyens d'imposer à tout le corps social la satisfaction pleine et entière de son désir. Or, une puissance va toujours au bout de ce qu'elle peut. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle rencontre une force opposée et supérieure à la sienne. Et nulle part, la finance actionnariale ne rencontre une telle force. Par conséquent, à aucun moment, il ne lui vient à l'idée de modérer ses propres réclamations. À aucun moment, il ne lui vient à l'idée de réguler ses propres exigences. Et alors, il en résulte une dérive absolument sans fin de ce que la finance réclame et obtient. Et alors, cette dérive, on peut en donner une mesure tout à fait précise. Ça se voit par exemple dans les contraintes de performance que l'actionnariat institutionnalisé impose aux entreprises. Alors, cette performance, on la mesure avec un indicateur très particulier qu'on appelle le ROE, c'est le Return on Equity, en mauvais anglais financier, qui signifie, en gros, taux de rendement des capitaux propres investis, le taux de rentabilité des capitaux. Il faut savoir que à la fin des années 80, le taux de rendement des capitaux, la norme était autour de 2-3% pour les entreprises françaises, pour certaines des plus grandes, et puis elles se portaient pas si mal à l'époque d'ailleurs. À partir du milieu des années 90, la contrainte financière commence à produire tous ses effets et la finance réclame non plus 2-3%, mais 10%. Et puis quelques années plus tard, elle réclame 15%, les fameux 15%, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs, mais qui appartiennent au passé. Maintenant, ça serait plutôt 20% qu'il faudrait sortir pour être vraiment là dans le haut du panier. Et il y a même un numéro récent de l'hebdomadaire anglais Ami des marchés, The Economist, qui alors tombe en pâmoison sur le cas de la banque Goldman Sachs qui sort un ROE de 40%. Alors bien sûr, The Economist s'aperçoit que c'est un cas un peu exceptionnel. Mais enfin, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les forces qui vont interdire que l'exception d'aujourd'hui ne devienne la norme de demain ? Frédéric Lordon, est-ce qu'il y a un effet de vase communicant ? C'est 15%, 30%, 40%, etc. Voilà des actionnaires qui s'enrichissent. C'est les rentiers d'autrefois qui s'enrichissent. Mais est-ce que ça a une incidence sur l'emploi, Vous citez le cas de l'usine Nestlé de Saint-Menet qui ferme en 2005, selon vous, oui, parce que le taux de profit dégagé n'était que de 9%, alors que les actionnaires exigeaient 13%. Ah, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'entreprise Nestlé qui l'a avoué avec une naïveté confondante, mais ça c'est une impudence qui est le signe des temps. Nestlé, c'est fort au chocolat. Vous êtes Patrick Candela. Responsable notamment CGT. Je suis délégué syndical CGT. D'accord. Et aussi ouvrier dans l'usine. Et je suis ouvrier machiniste au chocolat depuis 1982. Nous étions 1200 salariés en 1980, nous étions 700 salariés en 1990 et nous ne sommes plus que 424 salariés depuis 2 ans. On ne peut pas fermer une usine qui a 50 ans d'existence et qui est rentable comme on ferme un livre, c'est pas possible. Il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités. Je veux dire, ce qui compte avant tout, c'est pas les dividendes et l'augmentation du profit de Nestlé, qu'il y en a suffisamment comme ça. Ce qui compte avant nous, c'est que les enfants de José aient une vie paisible, que les enfants de Roger aient une vie tranquille, que les collègues de travail puissent continuer tout simplement de vivre. On veut vivre. Si l'être humain, si les valeurs humaines ne valent plus rien par rapport aux valeurs boursières,
Je veux dire, l'affaire de l'usine de Nestlé Marseille, comme de nos camarades de Lustucru, ou comme nos camarades de Perrier à Vergès, je veux dire, c'est quand même un enjeu de société considérable, quoi. Il y a des arguments obscènes qu'on ne prend même plus la peine de dissimuler. C'est-à-dire, il y a eu une époque tout de même où le capital ne fermait ses établissements que lorsque ceux-ci étaient déficitaires. Mais ça, c'est une époque révolue et qui s'enfonce dans un passé lointain maintenant. Désormais, le capital exige non seulement, évidemment, que ces établissements soient profitables, mais qu'ils le soient au-dessus d'une norme qui est elle-même en constant relèvement. Donc, en effet, l'usine de Saint-Menet ne dégageait qu'un taux de profit de 9%. Il faudrait mettre que de 9%, avec plein de guillemets, tout de même. Alors que la norme du groupe, évidemment sous la pression actionnariale, c'est désormais 13%. Et c'est là qu'on voit les effets de la finance sur l'emploi. Car en effet, la finance désormais n'autorise que des investissements qui dépassent une certaine norme de rentabilité financière, de plus en plus exigeante. Et par conséquent, il y a un très grand nombre d'investissements qu'on faisait par le passé, parce qu'ils dégageaient une rentabilité qui était ce qu'elle était, qui était parfois pas extravagante, mais qui était suffisante, ou en tout cas dont on se suffisait, et qui permettait d'alimenter des projets de croissance, d'emploi, etc. Donc, il y a, comme l'ont noté pas mal d'observateurs, on est dans un régime du capitalisme qui est notoirement sous-investissant. Alors évidemment, il en résulte des pertes de croissance et d'emploi phénoménales. Parce que, Frédéric Lordon, dans nos esprits, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a le capital et il y a le travail. C'est comme ça que la vision qu'on a du monde depuis pas mal de temps, depuis du 19e siècle, par exemple. Il y a deux forces qui s'opposent. Et aujourd'hui, vous dites non, il y a une troisième force, c'est-à-dire que entre le capital dans le sens de l'entreprise, avec le chef d'entreprise, avec cette aventure que constitue l'entreprise, il y a une force qui contrecarre et qui s'oppose à cette force-là, c'est le travail et l'intérêt des travailleurs. Bon. Or, ce que vous dites, c'est qu'à partir de cette foutue date de 1986, arrive un autre élément, un troisième élément, qui est ce que De Gaulle disait, la politique ne se fait pas à la corbeille. Et tout d'un coup, c'est la corbeille qui fait la politique. Ah oui, c'est le propre de son hégémonie, c'est à ça qu'on voit le degré de domination qu'elle a acquis sur le corps social. C'est qu'effectivement, une fois de plus, elle a les moyens d'imposer ses réquisites à toute la société. Alors, pas seulement à la politique, au sens des politiques publiques, ça d'ailleurs, ça fait belle lurette, mais évidemment à la politique industrielle des entreprises elles-mêmes. Et alors, bien sûr, ça fait considérablement changer la configuration sociale du capitalisme, et en effet, on passe, pour ainsi dire, d'une configuration, disons, binaire, où la lutte des classes s'exprimait en un affrontement entre le capital et le travail, à ce qu'on pourrait appeler un problème à trois corps. Et finalement, il y a trois entités qui sont en interaction. Il y a le salariat, le travail, si vous voulez, et le capital lui-même est subdivisé en deux sous-espèces, le capital industriel et le capital financier. Alors, un problème à trois corps, c'est intéressant parce que ça ouvre plein de possibilités stratégiques nouvelles. Des possibilités d'alliances parfois bizarres, mais qu'il faudrait pourtant envisager. On va peut-être y venir dans un instant, mais le point important, c'est que, en effet, le capital ne doit pas être saisi comme une entité homogène. Bon, on savait déjà qu'il y avait des petites entreprises et puis des grosses, elles n'avaient pas les mêmes intérêts, répondaient pas nécessairement aux mêmes logiques, etc. Mais le clivage essentiel qui fracture le capital, c'est bien celui qui oppose la logique industrielle, qui est celle du développement, de la construction de l'empire, de la réalisation de choses, et puis celle qui est la logique du capital patrimonial, qui ne connaît pas autre chose que l'accumulation financière et la rentabilité pour la rentabilité. Le capital financier, à la limite, ça lui est tout à fait équivalent d'investir dans une usine de yaourt ou dans un fabricant de centrales nucléaires. La seule chose qui compte pour lui, c'est, au bout du compte, quel est le taux de rentabilité qui va sortir de ce tuyau-là. Et si le taux qui sort du tuyau central nucléaire baisse, qu'à cela ne tienne, on se rabattra sur le tuyau des yaourts. Et ceci sans le moindre affect, dans la plus parfaite indifférence aux choses faites. Quelle que soit la casse sociale éventuellement, ça n'a aucune importance. Oui, alors ça c'est carrément la dernière roue du carrosse, effectivement. Là, c'est une considération de quatrième ordre pour ces gens-là. Alors que dans le capitalisme industriel et celui qu'on va regretter dans un instant, c'est-à-dire le capitalisme paternaliste, les patrons, pour reprendre cette catégorie, évidemment avec un chapeau 8 reflets et puis un gilet avec une chaîne de montre en or, est obligé quand même de tenir compte de ses employés, de ses salariés, de ses travailleurs. D'abord, je pense qu'il faut une analyse de la configuration actuelle du capitalisme
qui est tout de même tellement rude pour le salariat d'aujourd'hui, ne doit pas conduire à une relecture enjolivante ou mythificatrice du capitalisme du passé. C'est pas tant que le capitalisme industriel porterait en soi une espèce de vertu intrinsèque de dialogue social, c'est plutôt que sans la contrainte financière, sans la contrainte actionnariale, le capitalisme industriel peut s'adonner plus librement à ses propres pulsions de développement, de croissance et d'expansion, et que dans cette pulsion-là, dans une certaine mesure, le salariat peut y trouver son compte. Il peut y trouver son compte sous la forme d'investissement, de croissance, c'est-à-dire d'emploi pour ce qu'il concerne, en dernière analyse. Donc le capitalisme industriel, tant qu'il n'est pas borné par la finance et limité à produire des investissements d'une rentabilité faramineuse, le capitalisme industriel est plus généreux en emploi et en projet de croissance dans lequel le salariat trouve à s'inscrire, alors d'une manière qui ne lui fait pas faire de quelque façon qu'on attrape le problème, qui ne lui fait pas faire l'économie des luttes sociales. Mais ces luttes sociales sont toutes choses égales par ailleurs rendues plus faciles. D'ailleurs, c'est très simple, c'est que les agents du capital industriel sont un peu retors et hypocrites à leur manière. Maintenant qu'ils vivent objectivement sous la contrainte actionnariale, ils savent très bien renvoyer la patate chaude aux étages supérieurs. C'est-à-dire, lorsque le salariat vient négocier une amélioration des conditions de travail, une détente des cadences, des augmentations salariales ou quoi que ce soit de cette nature, désormais le patron a beau jeu, et objectivement il y est fondé, de répondre, écoutez, je voudrais bien, mais j'ai mes actionnaires sur le dos, et les ordres ne viennent pas de moi. C'est ça, il est dépossédé, il a plus de pouvoir. Voilà, alors le patron peut raconter qu'il n'a plus de pouvoir. Vrai ou faux ? Ne nous exagérons pas les choses, ça n'est pas une petite chose fragile et vulnérable tout de même. Mais il est exact que le patron industriel n'est plus absolument maître chez lui comme il l'était auparavant. Il doit rendre des comptes à une puissance nouvelle et qui, elle, est en pleine expansion, très agressivement d'ailleurs, c'est la puissance actionnariale. Et pourquoi ceci ? Parce que la puissance actionnariale a les moyens de le débarquer. C'est ça, évidemment, la grande menace, n'est-ce pas ? Le patron, dans cette affaire, lui aussi, à sa manière, joue ses intérêts vitaux. Alors, Frédéric, on en est où aujourd'hui de cette emprise de la finance sur l'économie ? On est dedans, on en sort, ça commence, on en est où ? Elle s'approfondit. Elle ne cesse de s'approfondir depuis 2 décennies qu'elle a été lancée, et on n'en voit pas le bout. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne le plus, parce que, finalement, on est toujours voué par le libéralisme à reparcourir les leçons du passé, et d'un passé qu'on doit revisiter maintes et maintes fois. Les configurations libérales du capitalisme, on a expérimenté ça dans les années 20-30. On sait quels dégâts ça avait fait. Et évidemment, il serait... aux États-Unis, vous pensez ? Oui, aux États-Unis, la crise financière et la grande récession, ça avait traversé l'Atlantique, s'était propagé à l'Europe. Évidemment, il serait extrêmement schématique de rabattre une période sur l'autre et de dire qu'on est dans la répétition pure et simple. Mais tout de même, il y a des traits communs qui ne peuvent pas manquer de frapper les esprits. Et donc, ce qui, moi, m'impressionne énormément, c'est que nous redécouvrons, je ne dis pas nous découvrons, nous redécouvrons les méfaits de la finance et notamment son instabilité intrinsèque. Car depuis 2 décennies que la libéralisation financière a été lancée sur les rails, on ne cesse de passer d'une crise financière ou monétaire monumentale à une autre. Depuis le début des années 90, c'est extraordinaire. On ne peut pas passer 4 ans d'affilée sans un accident majeur. En 92-93, il y a eu les 2 crises du système monétaire européen. On n'est pas dans l'ordre de la finance actionnariale, mais on est toujours quand même dans le domaine de la finance déréglementée. 97, première crise financière internationale. 98, ressucée. 2000-2001, éclatement de la bulle Internet. Et à chaque fois, le choc se transmet inévitablement par un certain nombre de canaux bien connus à l'économie réelle. Et donc, les amusements de la finance, quand ils se terminent mal, c'est-à-dire dans le mur, ont des conséquences extrêmement lourdes. À savoir ? En termes de restriction du crédit, fermeture d'entreprise, plan de licenciement. Et c'est toujours l'emploi qui est la variable d'ajustement en dernière analyse. Et ce qui me frappe, c'est qu'en dépit de la récurrence de ces crises monumentales, dont certaines peuvent être candidates à entrer dans les livres d'histoire, en dépit de cette récurrence, je ne vois quasiment aucun processus d'apprentissage. Et alors là, je dois dire également que le capitalisme est un bestiau impressionnant par ses capacités de résilience tout de même. À chaque fois, on croit qu'il va finir par terre dans un grand fracas et l'énorme chose tremble sur son piédestal et puis broum, se remet d'aplomb
et c'est reparti pour un tour. Et pourquoi Eh bien parce que... Si vous le dites pourquoi, on va s'en sortir là. Eh bien parce que le capitalisme fait payer ses pots cassés par le salariat, donc ce sont des dégâts qu'il passe par profit et perte sans même y penser, et qu'il n'y a aucune réaction politique face à l'enchaînement de ces événements, dont on peut se dire quand même qu'un jour il en surviendra un de plus forte taille, et qui entraînera des destructions telles que cette fois-ci, il faudra bien se décider à faire quelque chose. Et donc le but de la manœuvre, si possible, ça serait quand même d'avoir une petite idée pour mettre un terme à cette instabilité financière et aux dégâts qu'elle ne cesse de répandre au travers des sociétés, avant qu'il ne se produise une de ces catastrophes de très grande ampleur dont l'expérience historique montre qu'en général, elles se finissent mal. Solution donc ? Contre-feu. Voilà l'idée que je soumets au débat et qui, encore une fois, part de cette prémisse que le capitalisme n'est pas une espèce de cosmos harmonieux où s'ajustent dans une cinématique bien ordonnée les offres et les demandes. Le capitalisme... C'est pourtant ce que croient pas mal de... C'est ce que croient beaucoup de gens, en effet. On essaie de nous faire croire aussi. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire aussi, c'est que c'est l'harmonie réalisée, à quelques petits chaos près, mais insignifiants. Non, le capitalisme, c'est une arène où s'affrontent des puissances, et des puissances inégales, bien sûr. Et là, maintenant, il y a une puissance qui surpasse toutes les autres, qui maltraite toutes les autres, et à laquelle il va falloir mettre le haut là. Et à une puissance, on n'oppose rien d'autre qu'une autre puissance. Laquelle ? Écoutez, c'est pas difficile. Quelle est la puissance qui reste à notre disposition ? C'est celle de la loi, tout simplement. Et en l'espèce, c'est celle de l'impôt. Alors moi, la proposition que je fais est la suivante, car depuis qu'on se penche sur ce problème d'enrayer cette espèce d'avancée fantastique de la finance, on tourne toujours d'habitude autour de la question des restrictions à la liberté de mouvement des capitaux. C'est une excellente idée sur le fond. Elle n'a qu'un inconvénient politique, pour l'heure, c'est que le principe de la parfaite liberté de mouvement des capitaux est inscrit dans les textes les plus sacrés, à savoir les traités européens. Je rappelle en passant tout de même, parce que c'est une ironie mais tragique et douloureuse, que le projet de constitution européenne se proposait ni plus ni moins que d'inscrire le principe de la liberté de mouvement des capitaux dans le titre 2, c'est-à-dire la charte des droits fondamentaux. Je veux dire, quand on a dit ça, on a rêvé. On croit qu'on a rêvé, mais non, c'est... Bon. Alors, comment faire autrement ? Puisque si l'on veut contourner l'obstacle de la liberté de mouvement de capitaux, il faudra le faire au niveau européen. Puis on voit très bien que beaucoup d'États membres seront pas d'accord avec nous sur ce sujet, en particulier la Grande-Bretagne. Alors, je propose de mettre en place un dispositif fiscal qui bornerait autoritairement et réglementairement la rémunération maximale des actionnaires. Et tout ce qui dépasse, on ratiboise. Alors, j'aimerais répéter en les articulant bien tous ces mots de loi, de taxes, de réglementaire et de ratiboiser, parce que dans l'ère du temps qui est le nôtre, ce sont des gros mots absolus, n'est-ce pas ? Il y a rien de mieux pour écorcher les oreilles délicates de nos amis néolibéraux. Et pourtant, ce sont des mots dont on a perdu l'usage et qu'il faudrait retrouver, mais très très vite, car ils n'ont rien d'obscène. Enfin, ça n'est pas moins obscène que d'inscrire la liberté de mouvement des capitaux dans un chapitre des droits fondamentaux. Alors, il s'agirait de fixer cette borne limitant réglementairement la rémunération actionnariale, et c'est ça que j'appelle le SLAM. Le SLAM, c'est un acronyme formé d'après une locution anglaise, ça veut dire Shareholder Limited Authorized Margin. Donc en bon français, ça serait marge actionnariale limite autorisée. Voilà. Mais c'est ça l'idée. Il s'agit de trouver une norme de rémunération que les actionnaires ne seraient pas autorisés à dépasser. Et cette norme, finalement, on peut la trouver assez simplement en revenant à cette idée rustique et bien connue de la science économique que la rémunération du travail, c'est le salaire. La rémunération du capital, c'est le taux d'intérêt. Alors, je ne veux pas en faire une loi de la nature économique gravée dans le marbre. Il y a des époques où le taux d'intérêt, ça a été très élevé. Et donc, simplement en se rémunérant au taux d'intérêt, la rente financière s'en mettait pas mal dans les poches. En tout cas, beaucoup plus que le salariat. Mais il se trouve que, en l'état actuel des choses, les taux d'intérêt sont bas. Profitons-en, si ça change. On révisera notre affaire. Mais pour l'instant, ça fait une norme assez sympathique. Les taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est par les temps qui courent ? C'est 3%. Rajoutons une prime de risque. Allez, 2%. Ça va nous mettre dans les 5-6% à tout casser.
Bon, écoutez, c'est mieux que les 20% dont se goinfrent les actionnaires aujourd'hui. Or, si l'on les prive fiscalement de tout ce qui excède cette norme, alors par le fait même, on fait disparaître toute incitation à la surexploitation des entreprises, et en dernière analyse des salariés, puisque cette surexploitation devient sans objet. Tout le surplus tombera dans la poche de l'État. Ce que vous dites là, Frédéric Lordon, ça intéresse aussi bien les salariés, parce qu'on se dit, Frédéric Lordon, il défend les petits, il défend les ouvriers, mais vous défendez aussi les patrons, là. Ah oui, alors là, on en revient à l'histoire de tout à l'heure, du problème à trois corps. Et qu'est-ce que vous voulez ? C'est à ça qu'on voit qu'on vit des temps difficiles. C'est à la nature un peu baroque des alliances qu'on est prêt à envisager. Mais, encore une fois, ça, c'est bien la configuration actuelle à trois pôles, je le redis, salariat, capital industriel et capital financier, qui ouvrent des possibilités de cette nature. Car l'ironie de l'époque, c'est que vous trouveriez bon nombre de patrons, bon nombre de représentants et des plus notoires du capital industriel pour vous dire, mais évidemment en privé, que la contrainte financière actionnariale, eux-mêmes, ils en ont soupé. Tout simplement parce que elle vient brider leur propre pulsion de croissance, de développement, de réalisation, etc. Et qu'elle leur impose une surveillance tatillonne, tyrannique, de tous les instants, qu'elle rétrécit formidablement leurs horizons temporels, qu'elle les empêche par là de mener des grands projets, par exemple, de développement ou d'innovation technologique. Puisque la finance est impatiente. La finance, elle va vous donner 1 an ou 18 mois à tout casser. Et puis si les résultats ne seront pas là, elle vous fera sentir que vous avez failli et vous devrez changer votre fusil d'épaule et renoncer à vos projets. Donc il y a beaucoup de patrons qui seraient prêts à, me semble-t-il, accueillir assez favorablement. Certes, ils ne le diraient pas à très grand bruit, mais à accueillir assez favorablement un dispositif qui viendrait mettre un peu des bâtons dans les roues et mettre le holà aux exigences sans limite de la finance. J'ai occupé la fonction de directeur des ressources humaines du groupe Olivetti. Ensuite, j'ai été, après différents postes, mais vice-président de Coca-Cola pour la France, puis PDG de Strafor, le mobilier de bureau pour l'Europe, et PDG de la Brinks pour la France et l'Afrique. Vous n'étiez pas du tout de Serralep, vous n'avez jamais travaillé à Serralep. Qu'est-ce qui vous a motivé en 2003 pour venir vous proposer, pour filer un coup de main aux salariés de Serralep ? Tout le monde a à un moment travaillé. Je crois que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère a dû y travailler. En fait, tout le monde a un peu travaillé chez Serralep à une époque. La deuxième chose, c'est que j'avais un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé chez Serralep. Il a mal vécu tous les changements et quelques mois avant la fermeture complète, il s'est suicidé dans les locaux de l'entreprise. Moi, ça m'avait beaucoup marqué et à l'époque, j'ai essayé d'aider un peu sa famille et ça m'a rapproché un peu de ceux qui ont voulu se battre pour maintenir Serralep. Et qu'est-ce qui vivait si mal Je pense qu'il faisait partie des cadres de la direction et il vivait mal le fait que cette entreprise allait fermer, alors que comme beaucoup, on pensait qu'on pouvait la garder ouverte. Et je crois que comme beaucoup, moi j'ai découvert ensuite, on s'est aperçu qu'on aurait pu faire des tas de choses qui n'ont pas été faites par les anciens actionnaires. Par exemple ? Par exemple, en essayant déjà de plus dire on licencie 100 personnes ou 120 personnes ou 300 personnes ou 2000 personnes, mais de dire on a besoin d'économiser tant de milliers ou de millions d'euros et de se dire, eh bien, cet argent-là, on va essayer de le trouver ailleurs qu'en licenciant. C'est-à-dire qu'il y a comme une routine qui s'est installée où dès que ça va mal, on estime que c'est par les suppressions de postes qu'on s'en sort, ou même quand ça va bien d'ailleurs des fois. On fait un peu dans la facilité, et donc on fait des plans de licenciement. De toute façon, c'est quand même à moyen terme une aberration microéconomique parce qu'on perd des compétences et une aberration macroéconomique parce que quand vous licenciez dans l'entreprise A, vous avez des chances que le licencié lui-même de l'entreprise A n'achète plus dans l'entreprise B, qu'ensuite on licencie dans l'entreprise B et on continue et on fait ça depuis d'ailleurs 25 ans. Vous dites depuis 25 ans ça fonctionne de cette manière-là ? Ça fait à peu près 25 ans, ça s'est accéléré énormément à la première guerre du Golfe, donc en 1991. Pourquoi vous citez la date de 91, c'est précis? C'est très net. Oui, c'est très net. Je pense qu'au moment de la crise et de la guerre du Golfe, il y a eu un changement. Ça a été un peu chacun pour soi. On a vu une crise énorme arriver en 93. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des milliers de licenciements par jour. Et c'est clair qu'il y a eu un changement. On aurait pu croire que ça s'arrêterait. En fait, on est resté sur cette approche-là et elle s'est dégradée un peu depuis.
Et maintenant, on est rentré dans un cycle, comme je vous dis, alors le CDI, on sait plus ce que c'est, et puis les licenciements à la va-vite, de gens rentrés il y a beaucoup d'années ou il y a quelques jours, on met tout le monde dans le même sac et on passe tout le monde par-dessus la barrière. Au niveau de Seralep, dans les dernières années, comment vous expliquez que les groupes se soient passés cette entreprise qui, quand même, à un moment était assez rentable? Vous disiez, on avait calculé autour de 13%. Comment ça se fait que cette entreprise passe d'un groupe à un autre? Ce que je comprends pas, c'est qu'un groupe aussi riche que PPCI ait le droit de déposer un bilan d'une de ses filiales, puisqu'en fait, les licenciements et tous les fournisseurs qui éventuellement n'ont pas été payés, ou s'ils l'ont été, ont été aux frais du contribuable. Alors que vous avez à côté de ça une entreprise très riche, qui a des actionnaires immensément riches, qui s'appelle Riverside, qui s'est réinstallée très très vite à Vienne, en Slovaquie et ailleurs, qui a reconstitué d'autres outils de production, avait largement les moyens de prendre en charge l'arrêt d'activité de Seralep. Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable, et ils s'excitent d'ailleurs chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement. C'est pour eux, c'est une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc, c'est prendre son pied, tout de suite, l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. C'est surprenant, d'ailleurs, que les politiques n'aient pas mis le haut là sur les plans de licenciement économique comme on les traite aujourd'hui. Aujourd'hui, Nestlé se pose des questions sur Perrier, non pas parce que Perrier perd de l'argent, mais parce que c'est un peu moins profitable qu'ailleurs. Si on analysait bien, on a pu comprendre que c'était ce qui était passé chez Danone avec Lu. Lu était un peu moins profitable que le reste. Donc, pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent. Voilà, c'était en novembre, le 29 novembre dernier, Dominique Artaud, président des Amis de Seralep, un patron donc, qui expliquait, qui démontrait, lui, dans son vécu de patron, ce qu'est cette dictature de l'actionnariat. Ces jours-ci, enfin ces heures-ci, on s'empoigne et on s'embroche autour des chiffres du chômage sans nullement essayer d'éclairer les causes et les raisons de ce sacré chômage qui, depuis si longtemps, fragilise et hante notre pays, nos sociétés, pas seulement dans notre pays. Et pour Frédéric Lordon, notre invité aujourd'hui, cet économiste dissident, on va l'appeler comme ça provisoirement, eh bien tout vient de cette sacrée loi de déréglementation financière de 1986, loi votée à l'initiative de Pierre Bérégovoy, comme il le rappelait. Et par cette loi, eh bien c'était l'empire de l'actionnariat qui allait dominer, déréglementer, et ça allait être la dictature de l'actionnaire, pourrait-on dire. On avait redouté la dictature du prolétariat jadis, et bien aujourd'hui c'est la dictature de l'actionnariat qui caractérise notre époque selon Frédéric Lordon. Il n'est pas le seul évidemment à faire ce constat et cette analyse. Alors, mais y a-t-il des remèdes? Eh bien voilà quelques modestes propositions par Frédéric Lordon. Donc je pense que c'est une solution qui mérite d'être étudiée. Je n'ai pas la prétention de soutenir que c'est un projet clé en main absolument ficelé, terminé, achevé, sans discussion possible, immune à toute objection. Mais j'aimerais en faire le point de départ d'un programme de travail collectif. Ce serait extrêmement suffisant de ma part de prétendre qu'à moi tout seul, j'ai fini par trouver la solution et que plus aucun problème ne se pose. Par contre, ce que je sais, c'est que si on s'y met à plusieurs, et même avec un plusieurs assez nombreux, et en convoquant toute une série de compétences, il doit bien s'en trouver chez les juristes notamment et chez les fiscalistes qui sont au premier chef intéressés par cette proposition finalement. Moi j'en ai fait l'analyse pour ainsi dire économique, micro et macroéconomique, mais il y a des boulons fiscaux et juridiques à bien visser. Je pense que en faisant un programme de travail collectif, on devrait pouvoir arriver à quelque chose qui mérite le coup d'œil. Vous êtes un économiste hérétique? Ou bien est-ce que vous êtes un économiste à qui on donne pas souvent la parole? Les deux, mon général. Par définition... Parce que les économistes parlent pas comme vous. Enfin, ceux qu'on entend ne parlent pas comme vous. Oui. Ceux qui écrivent dans certains journaux, ceux qu'on entend dans le Poste, parlent pas tellement comme ça. Oui, c'est exact. Et je leur conseille de ne rien changer parce que leur trajectoire de respectabilité en souffrirait beaucoup. Mais voilà...
il faudrait raconter, ça ne serait pas très intéressant parce que ça aurait un caractère personnel assez secondaire. Quelle trajectoire sociale m'a déterminé à tenir ce genre de propos et quelle position particulière j'occupe dans ce que Bourdieu aurait appelé le champ de la science économique, qui se caractérise par un certain nombre de renoncements, notamment ceux à la respectabilité, d'où on tire pas une certaine liberté, j'aime pas trop invoquer cette catégorie-là, qui a des relents métaphysiques qui ne me plaisent pas beaucoup, mais d'où on peut escompter en tout cas quelque chose qui est de l'ordre d'un effet de libération. Parce que quand même, quand on dit économiste, on dit libéral, ça va. On dit même pas un économiste libéral. On dit c'est un économiste. Et là, tout d'un coup, on a visiblement, si j'ai bien tout compris, un économiste qui n'est pas libéral. Oui, qui ne l'est pas. Oui, je crois qu'on peut le dire. Oui. Alors, grâce au ciel, je suis pas seul de mon espèce. Il y en a un certain nombre d'autres, mais qui ont aussi peu la parole que moi, parce que sous couleur de neutralité ou d'objectivité de la science, il est vrai que la très grande majorité de la profession travaille plutôt à défendre des idées qui, lorsqu'on les raccorde à des enjeux de politique publique ou de politique économique, ont curieusement la propriété de fournir des arguments au libéralisme ou à l'orthodoxie de politique économique. De moins en moins considérés comme des êtres humains à part entière, plutôt comme les têtes de bétail du troupeau. Qu'au pire, on mène à l'abattoir et qu'au mieux, on envoie paître un boire et brouter là où la bête, bébé, est plus facile à traire. Aussi, petit agneau qui tète encore ta mère, méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter les narines et l'œil opaque, des gros reptiles à quatre pattes qui te guettent pour te happer et te croquer tout cru pris en tenaille dans les mâchoires de crocodile. Bien, crocodile, crocodile. Ni pitié ni cadeau, serré sous les crocs du crocodile. Plus de moins en moins cons, cernés par les discours, plein d'astuces et de consensus, des engraisseurs de porc qui nous sucent le cortex, mais de plus en plus enchaînés au rouage de la machine qui s'emballe, nous entraîne en spirale vers le bas, vers le chaos. La petite pépère Higelin, ça fait du bien ça, de retrouver Higelin. Merci en tout cas à Frédéric Lordon. On va essayer de scripter le texte de cet entretien et on essaiera de vous le mettre en ligne pour que vous puissiez le lire et le relire, avec l'autorisation évidemment de l'auteur, dont le dernier bouquin aux éditions Raison d'Agir, dont je parlais tout à l'heure, c'est La vertu sauvera le monde. Après la débâcle financière, le salut par l'éthique, c'était en 2003. À voir également l'affaire Clearstream racontée à un ouvrier de chez Daewoo, une enquête de Denis Robert qui illustre les implications concrètes de la mondialisation financière dans la vie des salariés. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et vous pouvez réécouter cette émission parmi beaucoup d'autres sur le site là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Aurélie Fortin. C'est Yann Chouquet et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission, assistés de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attend vos remarques, observations de toutes sortes dans le répondeur de la base j'y suis au 01 56 40 37 37.